parler de la physiopathologie des vascularites. En fait, la première chose, c'est la définition d'une vascularite. C'est une inflammation et ou une nécrose des vaisseaux artériels ou veineux qui se manifestent par des thromboses ou des anévrismes et qui vont être à l'origine d'occlusion des vaisseaux ou d'hémorragie. Ce sont des maladies qui sont dites complexes, ça veut dire qu'elles sont multifactorielles et il y a donc plusieurs facteurs qui vont interagir ensemble, des facteurs génétiques, environnementaux et immunologiques. Donc les vascularites, actuellement, elles sont classées selon la taille du vaisseau qui est atteint, mais également suivant le mécanisme physiopathologique auquel elles répondent. Et dans ces cas-là, on a les vascularites des gros vaisseaux, où on retrouve l'artérite à cellules géantes, plus communément appelée la maladie de Horton, l'artérite de Takayasu, pour les vascularites des moyens vaisseaux, la périartérite noueuse et le Kawasaki. Et pour les vascularites des petits vaisseaux, d'un côté, on a les vascularites avec un mécanisme dit à complexe humain, qui est différent donc, du mécanisme des vascularites associées aux ANCA. Donc j'ai choisi de vous parler pour le début de cette présentation en fait des vascularites des gros vaisseaux. Et donc les deux grandes vascularites des gros vaisseaux sont la maladie de Horton et la maladie de Takayasu. Pour le Horton, c'est un début en général après 50 ans. Il y a énormément de signes généraux avec des patients qui ont de la fièvre, des céphalées, une hypersensibilité du cuir chevelu et pouvant se manifester par des claudications des masséters, par une inflammation des vaisseaux issus de la carotide externe. La maladie de Horton répond aux critères de classification de 1990, des critères ACR, et à la différence de la maladie de Takayasu qui touche plutôt la femme jeune, avec des claudications des extrémités, une asymétrie de la tension artérielle et du pouls, et qui est régie par les critères de classification d'Ishikawa en 1988 et d'autres critères ACR. Alors pour parler de la physiopathologie, le mieux c'est d'abord de se baser sur l'histologie, l'anatomopathologie. Et du coup, ici c'est une coupe d'artère temporale, donc le prélèvement qu'on fait dans la maladie de Horton. Et en fait, il y a suivant les différentes tuniques du vaisseau, qui sont l'intima, la média et l'adventice, de l'intérieur vers l'extérieur, vous allez avoir un épaississement de l'intima, une rupture de la limitante élastique interne, un infiltrat de cellules dendritiques, de lymphocytes T et B, de macrophages et de cellules gérantes plurinucléées. C'est un infiltrat qui est dit inflammatoire, granulomateux de ces différentes couches du vaisseau. Et du coup, même si sur le plan clinique, la maladie de Horton et l'artérite de Takayasu sont assez différentes, on va retrouver des mécanismes physiopathologiques plutôt proches, de même que l'histologie. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs facteurs. La première chose, ça vont être les facteurs génétiques. Et vous pouvez voir que ça fait maintenant plus de 25 ans qu'il y a des études dessus, avec en 1992 la première association dans la maladie de Horton avec le HLA, qui est le complexe majeur d'histocompatibilité. Et plus de 25 ans plus tard, vous pouvez voir qu'il y a énormément de gènes qui ont été associés à ces maladies, avec deux choses qu'il faut remarquer, c'est-à-dire que le HLA est incriminé dans les deux maladies, mais également qu'il est différent. Donc ça veut dire que le fond génétique est différent pour la maladie de Horton et l'artérite de Takayasu, et le HLA en fait est un peu synonyme de l'activation de l'immunité dite cellulaire, c'est-à-dire l'immunité régie par les lymphocytes T. Alors comment commencent ces maladies, même si on n'en est pas encore complètement sûr, le point de départ pourrait être un trigger infectieux, et ça c'est parti du fait qu'en observant les mouvements, en fait, l'arrivée des maladies, comment elles se suivent, il y a des variations cycliques et saisonnières avec un gradient nord-sud, avec plus de malades en fait dans le nord de l'Europe que dans le sud. Et après, il y a eu des études
pour rechercher des facteurs de risque, des expositions. Et en fait, dans la maladie de Horton, il semblerait qu'il y ait plus de patients qui aient été en contact avec des virus, notamment le virus de la grippe ou le parvovirus B19, mais également des bactéries comme les chlamydia et les mycoplasmes. Pour l'artérite de Takayasu, c'est différent. Ce serait plutôt la bactérie de la tuberculose, en fait. Vous pouvez voir en bas à droite, dans une série de 33 aortes de patients atteints de Takayasu, quand on les passe au séquençage de gènes, on retrouve des marqueurs de la tuberculose. Ces études, ce sont essentiellement des études cas contrôle, et il faut savoir qu'elles ne sont pas confirmées à ce jour, et donc l'hypothèse reste mystérieuse. Alors maintenant, si on se penche du côté cellulaire, qu'est-ce qui se passe réellement? Il va y avoir l'activation des cellules dendritiques. Les cellules dendritiques, ce sont les principales cellules présentatrices d'antigènes de l'organisme. Elles sont capables d'activer la réponse immunitaire adaptative, de gérer la tolérance également immunitaire. Elles sont à l'état immature dans l'adventice des artères temporales et en fait elles sont équipées de récepteurs dits de type TALL. Les récepteurs de type TALL, ce sont des récepteurs de danger. Ça veut dire qu'ils vont reconnaître essentiellement un morceau de virus, un morceau de bactérie, des choses comme ça qui vont conduire à sa maturation, mais également à son activation. Et dans le principal modèle animal de la maladie de Horton, où en fait on greffe une artère temporale à des souris partiellement immunodéprimées, on peut voir qu'en déplétant, c'est-à-dire en enlevant les cellules dendritiques, il y a moins de vascularite et il y a également moins de cytokines pro-inflammatoires comme l'interféron gamma et l'IL-1 bêta. Et du coup, ce modèle a permis de montrer qu'il y avait une activation des cellules dendritiques, qu'elle était nécessaire et également suffisante au recrutement des lymphocytes T dans la paroi vasculaire de l'artère temporale. Pour le recrutement des lymphocytes T, donc l'étape d'après les cellules dendritiques, donc toujours dans ce même modèle, on peut voir qu'en déplétant la souris en lymphocytes T4, donc avant leur différentes différenciations, il y a moins de vascularite et pareil, de la même manière, il y a moins de cytokines pro-inflammatoires. Ces lymphocytes T, ils vont infiltrer l'adventice et la jonction intima-média via ce qu'on appelle les vasa-vasorum. Les vasa-vasorum, ce sont des petits vaisseaux qui sont sur le côté du vaisseau et qui permettent l'alimentation de la paroi vasculaire. Donc, si on reprend notre activation de notre cellule dendritique activée, celle-ci va recruter les lymphocytes T via des messagers chimiques qu'on appelle les chimiokines. Il y en a un certain nombre et en fait, ces chimiokines vont être comme un aimant. Elles vont attirer les lymphocytes T au niveau de la paroi vasculaire. Une fois que ces lymphocytes T, donc naïfs, vont arriver sur place, il va y avoir une polarisation de ces lymphocytes. Il y a différentes polarisations des lymphocytes. Il y a des polarisations où ça va plutôt être pro-inflammatoire, des polarisations qui vont être plutôt régulatrices jusqu'à essayer de freiner le système immunitaire. Et en fait, dans la maladie de Horton et l'artérite de Takayasu, il y a deux grands types de polarisation. Ça va être l'un axe dit IL-6 pour l'interleukine 6 et la polarisation dite TH17 qui régit principalement l'inflammation aiguë et un axe dit TH1 pour l'immunité cellulaire et plutôt la chronicité de la maladie. Ici, dans cette étude prospective où vous avez des patients qui ont une maladie de Horton non traitée versus des patients avec une maladie de Horton traitée, ils ont fait une étude plasmatique et histologique en regardant la polarisation de ces lymphocytes et vous pouvez voir qu'il y a effectivement une polarisation importante des TH17,
donc, mais également une production d'interleukine 6. Mais ce qui est important, en fait, c'est que, encore plus important, c'est que ça répond à la corticothérapie avec, vous voyez, une diminution de cette polarisation, une diminution de la production de cytokines pro-inflammatoires. Cet axe IL-6, IL-17, il a différents rôles. Il va activer les macrophages, les neutrophiles, il va également les recruter et il va également stimuler les cellules hépatocytaires, donc du foie, à produire les protéines de l'inflammation, comme la protéine C réactive. A l'inverse, donc la polarisation TH1, ou plutôt l'immunité dite cellulaire, en fait, avec donc cette fois-ci une réponse à la corticothérapie qui est bien moins importante et qui va plutôt être dans le versant du passage à la chronicité de la maladie. Et donc l'interféron gamma TH1, donc c'est les différents rôles, ça va activer également les macrophages, ça vont activer les cellules endothéliales. Vous voyez, on n'a pas encore toutes les réponses à ce puzzle. Et également va activer les cellules va activer la moelle osseuse à produire des cellules immunitaires. Donc, pour résumer sur le modèle physiopathologique des vascularites des gros vaisseaux, donc vous avez bien les trois tuniques du vaisseau. En premier, vous avez la rupture de la tolérance avec l'activation des cellules dendritiques via les signaux de danger et les récepteurs de type TOL. Cette activation des cellules dendritiques va aboutir au recrutement, l'activation et la polarisation des lymphocytes T, avec les deux grands axes que nous avons vus. Et l'étape suivante va être le recrutement des macrophages, le remodelage vasculaire avec la sécrétion de métalloprotéinases, donc qui vont directement dégrader les cellules endothéliales, mais également la production de VEGF et de PDGF qui sont des facteurs de croissance vasculaire. Donc il va y avoir comme si c'était un vaisseau à l'intérieur du vaisseau qui se crée. Voilà. Tout ça, bien sûr, sur un fond, comme je vous ai dit, de prédisposition avec des facteurs génétiques. Voilà. Alors, existe-t-il une place pour l'immunité humorale dans ces maladies? L'immunité humorale, c'est celle qui est régie par les lymphocytes B avec la production d'anticorps. Et il y a eu des études sur les anticorps dirigés contre les cellules endothéliales. En fait, ces anticorps anti-cellules endothéliales, comme vous pouvez le voir, se fixent donc, sur les cellules et ils vont être responsables de l'activation de la cellule endothéliale. Ils vont être responsables d'une cytotoxicité dite dépendante des anticorps via l'activation d'autres cellules qu'on appelle les cellules NK pour Natural Killer et la cytotoxicité dépendante du complément, le complément qui fait partie de l'immunité innée. Cependant, ces anticorps, de nombreuses cibles antigéniques ont été identifiées. Vous pouvez voir donc, dans la maladie de Takayasu et l'artérite à cellules géantes qu'ils sont présents dans plus de 50 à 95% des cas et qu'ils sont également présents dans tout un tas d'autres maladies auto-immunes et du coup ce qui leur fait relever d'un caractère non spécifique, en tout cas pour l'instant pas un caractère spécifique démontré. Voilà, j'en ai fini pour les vascularites des gros vaisseaux et je vous remercie également pour votre attention.